Rome, sans doute l'empire le plus connu de l'histoire de l'humanité. Prestigieux de par sa vasteté, empire de cosmopolitisme multiséculaire, exemple d'organisation sociale et politique, à la fois ingénieux et épique de par ses conquêtes militaires. Les nations modernes allant encore de nos jours, toutes puisées dans le creuset civilisationnel de cette Rome antique, laquelle aura inspiré les empires qui lui feront suite, comme transmettant à tous ses descendants spirituels la flamme solaire du lumineux Jupiter, ainsi que l'aigle sacré, symbole de l'expansion et des conquêtes. Rome fut un empire de 1000 ans. Aucun homme vivant dans ces vastes contrées n'aurait eu à l'esprit de la voir disparaître un jour. L'empire était là, éternel, administrateur des activités et des vies humaines, garant de la paix et de la prospérité universelle, présent dans la vie des hommes comme le soleil à leur fête. En ces temps, le monde ne pouvait alors voir la fin de l'empire, œuvre de la volonté des dieux. Cette révérence se retrouvait même jusque chez ceux que l'empire appelait alors barbares, ces peuples considérés comme bannis de la bénédiction civilisationnelle, de son éclat divin. Ces hommes du bord du monde romain ne pouvaient eux aussi que reconnaître une action bénéfique d'origine divine dans le spectacle impressionnant des splendides architectures des cités romaines, ou bien celui de ses armées, rangées, équipées et disciplinées tel un colosse de bronze. On ne put donc concevoir la fin de Rome que de manière progressive, et encore longtemps après son irréversible déclin, la figure de l'empereur était toujours considérée comme celle de l'arbitre suprême. Un pouvoir millénaire ne pouvait en effet disparaître en si peu de temps. Son influence et ses marques également. Il exerçait toujours ce pouvoir de fascination et de révérence dans l'esprit du peuple. Empire de la conquête et de l'expansion, Rome naît elle-même sous les auspices des épopées guerrières, épiques et tragiques, à l'image de l'histoire qu'elle produira et nous laissera. Ses origines vont chercher jusque dans les ruines de l'antique Troie, qui en sera le terreau sacré et mythique. De la complainte de l'antique cité de la Troade naîtra un nouvel espoir, une nouvelle cité qui viendrait s'inviter dans l'histoire, comme pour lui faire suite. Le poète Virgile est celui qui relatera cette genèse de Rome, depuis la fuite du héros Énée, gendre du roi Priam, roi de Troie. Selon le poète latin, Troie trouvera son salut providentiel auprès de ce peuple des bords du fleuve du Tibre, dans cette région de la péninsule italique nommée le Latium, alors terre d'un roi nommé Latinus. C'est sur ces terres qu'Énée aurait trouvé asile à sa fuite de Troie. Énée étant issu de la lignée des rois troyens, on le retrouve associé à la figure féminine de Vénus Aphrodite, dont il serait lui-même issu, la déesse de la beauté et des arts, force pénétrante et subtile. Virgile lui consacre une épopée, l'Énéide, qui relate le départ du héros de la cité de Troie jusqu'au territoire du Latium, dans l'esprit des poèmes homériques. Au regard des avancées des données historiques, la version offerte par le poète Virgile concernant l'épopée d'Énée n'a rien d'invraisemblable sur le fond. Au contraire, elle concorde bien avec les grandes réalités historiques de cette période. La chute de Troie, relatée par Homère dans l'Iliade, nous parle d'un événement historique, celui de la fin de la civilisation mycénienne. Près de 1100 ans avant Jésus-Christ, la chute de Troie est la représentation symbolique et archétypale de la chute de cette civilisation, qui a annoncé une période de chaos dans toute la région de la mer Égée, période appelée Âge sombre. Suite à la chute de la civilisation mycénienne, eut lieu la grande migration des différents peuples de la région. Parmi eux, un peuple au destin particulier, les Étrusques. Les auteurs de l'Antiquité les nomment Tyréniens, nom qui donnera le nom de la mer Tyrrhénienne, correspondant à leur ère de répartition historique. Selon les historiens de l'Antiquité et les découvertes récentes, les Étrusques, dont les premières traces furent d'abord trouvées dans la péninsule italique, en Toscane, seraient en fait originaires d'une région du versant méditerranéen de l'Anatolie,
à savoir la zone géographique de l'antique Lydie, proche de l'emplacement de la Troie historique. La présence des Étrusques d'origine anatolienne et correspondant au versant oriental de la Méditerranée est donc attestée dès le IXe siècle avant Jésus-Christ, une ère qui correspond au temps de l'âge sombre, qui suivra la chute de la civilisation mycénienne. Durant la période antique, la péninsule italique est parsemée de plusieurs peuples distincts, la plupart d'entre eux possédant un fond linguistique commun, appelé langues italiques. Osques, Ombriens, Sabins, Samnites et Latins sont les principaux peuples italiques de la péninsule. Les Latins peuplent la région du Latium, au sud du Tibre, où sera fondée Rome, la cité aux 7 collines, au bord du fleuve. Leurs proches voisins, les Sabins, sont situés au nord-est, sur la rive orientale du Tibre, dans la zone montagneuse de l'Apennin central. Au nord se trouvent les Ombriens, dans l'actuelle Ombrie italienne, dans l'Apennin. Au sud, dans l'Apennin méridional, se trouvent les Samnites, puis les Osques. Les Messapiens et les colonies grecques déjà installées à partir du 8e siècle au sud de la péninsule italique, bordant la mer Ionienne et formant la Grande Grèce, ne sont pas italiques. Les Vénètes et les Ligures, quant à eux, ne faisant que déborder sur la péninsule au nord, étant associés à la culture celtique, dans la zone nommée Gaule cisalpine, bordant la plaine du Pô. Les Étrusques peuplent le vaste territoire de l'Étrurie, dans la zone occidentale du Tibre, avec leurs alliés falisques. Leur territoire historique s'étend jusqu'aux cités de Caérée et Veii, aux portes du territoire latin. Au nord, ils s'étendent jusqu'à la Gaule cisalpine. Quant à la langue étrusque, elle n'est pas italique et son origine reste inconnue. L'Énéide de Virgile nous relaterait cette migration du peuple étrusque et de son roi, que le poète associerait avec le héros homérique Énée, et qu'il fait atteindre le Latium, région historique des Latins. Nous savons cependant que le peuple correspondant aux Étrusques s'était installé dans la région toscane depuis la plaine du Pô, donc au nord du territoire des Latins, que c'est dans cette région que leur civilisation prendra racine. Toutefois, conformément à l'Énéide de Virgile et à de nombreux autres exemples de l'histoire antique, l'histoire des Étrusques se révèle être celle d'une aristocratie qui imposera une culture et une administration citadine à un groupe humain majoritaire et autochtone. Ce dernier groupe étant donc quant à lui de tradition rurale et tribale. Les Étrusques absorberont également la proto-civilisation de Terramar, présente dans la plaine du Pô depuis le 2e millénaire. La présence d'une civilisation étrusque en Toscane à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ déclenchera une révolution culturelle et sociale auprès du peuple autochtone, un événement socio-culturel qui sous-entendait également une révolution de type agraire. S'y développe alors une civilisation, à l'image de celle existant déjà dans l'Égée, en Anatolie et en Orient. Le développement d'une société agraire posera la question de la possession de la terre et de sa transmission. La propriété agraire se pérennisera alors à travers la mise au point d'un système héréditaire, constitué autour des figures du père et du fils aîné. À partir de ce lien héréditaire, associé à la possession agraire, s'établira toute une suite de relations et d'interdépendances qui définiront une nouvelle société. Un nouveau type de société apparaissant alors pour la première fois dans la péninsule italique. Cette révolution sociale du 9e siècle gagnera par la suite les cités du Latium et la future Rome. Concernant les Romains du Latium, ils ne sont eux-mêmes qu'une branche issue du peuple latin, s'étant distingués à un moment donné de l'histoire pour donner naissance à la civilisation romaine. À l'époque de Virgile, la référence littéraire relative à l'événement de la migration des peuples de l'espace égéen était toujours l'Iliade de Homère. Cet état de fait n'est pas étranger à la présence de colonies grecques sur le littoral sud de la péninsule italique
et à leur influence culturelle certaine sur les populations autochtones dès le IVe siècle, et qui aura influencé le récit de Virgile et de son Énéide. Même si l'Énéide de Virgile est un récit hellénisé, il fait peu de doute que les Étrusques possédaient eux-mêmes une version de cet événement, propre à leur tradition. Une version alors antérieure au récit d'Homère et qui relatait l'épopée de leur venue de l'Anatolie jusqu'à la péninsule italique selon leur propre tradition orale. La conscience de cette provenance anatolienne devait être très présente au sein de la société étrusque, au moins aristocratique, dans la mesure où tout peuple antique conservait le souvenir des actes de ses ancêtres et de leur provenance. La région du Latium n'étant pas très éloignée de l'Étrurie, elle ne pouvait qu'être influencée par le rayonnement culturel et civilisationnel de sa grande voisine du Nord. Au moment de la genèse de Rome, au 8e siècle avant Jésus-Christ, le monde latin était alors influencé par ce foyer civilisationnel majeur au nord, celui des Étrusques et de leur aristocratie tyrénienne. Bien qu'en ce temps les colonies grecques furent déjà présentes au sud, on ne constate le rayonnement culturel de ces dernières sur la péninsule que plusieurs siècles plus tard, une ère qui correspond à la période antique classique et à l'essor culturel hellénique. Rome apparaîtra au 8e siècle dans la foulée de l'expansion de la civilisation étrusque, laquelle se dote du système d'écriture alphabétique durant cette même période. Il est donc le plus probable que c'est sous l'influence étrusque que les Latins découvriront le système alphabétique, et non via celle des Grecs, comme cela est généralement avancé. Les premières cités latines du Latium, sur le modèle duquel sera fondée Rome, s'inspirant elles-mêmes directement du modèle étrusque. Cela explique pourquoi l'épopée romaine et Virgile s'évertue à donner à Romulus, le fondateur de la cité, une filiation anatolienne à travers la figure d'Énée. Romulus étant censé être un descendant du mythique héros troyen. De la même manière, Virgile précise que le fondateur de Rome est issu de l'union d'une princesse autochtone du Latium, du nom de Lavinia, avec le héros troyen Énée, venu d'Anatolie. Ce récit nous rappelle symboliquement que Rome est issue d'un brassage entre des autochtones du Latium et l'apport aristocratique tyrénien, alors symbolisé par le héros troyen. Selon ce même récit, de cette union, Énée fondera la cité de Lavinium, puis ses descendants régneront sur la cité d'Alba Longa, dans le Latium. Près de 4 siècles plus tard, de cette même lignée sortira Rhea Silvia, prêtresse vestale et mère de Rémus et Romulus. Virgile, lui-même d'origine étrusque, nous précise par ailleurs dans son œuvre que les Étrusques étaient les premiers parmi les alliés de Énée. Le tracé même de la future cité romaine est un enjeu majeur dans le récit de Virgile. Un enjeu qui précipitera le conflit fatal entre les deux frères, Rémus et Romulus. Les deux frères doivent dès lors décider de l'avenir et du destin de la future cité, suite à des augures. Les augures consistaient en l'observation de phénomènes naturels et de leurs interprétations en termes de signes et de sens. Elles rappelaient que tous les phénomènes, naturels, cosmiques comme humains, entraient perpétuellement dans une interaction subtile. Ces augures étaient une spécificité étrusque, et même à l'époque de la République, qui est une période tardive au regard de la genèse de Rome, c'est toujours en Étrurie que les Romains allaient consulter leurs augures. Ces augures de Rémus et Romulus étaient associés au tracé de la cité romaine, à sa situation, à ses délimitations, ses axes. Toutes ces données portaient en elles une dimension mystique. L'emplacement des temples et des édifices publics de Rome revêtait des significations profondes. La cité antique devant toujours être le reflet des enjeux divins et célestes. Définir le tracé de la cité était littéralement définir sa destinée pour le millénaire à venir. À partir de là, l'on comprend l'enjeu majeur qui se jouait autour du tracé de la cité et de l'augure qui lui était associé, et pourquoi, comme le rapporta Virgile, les deux frères se déchirèrent à ce sujet. Là encore, on relève l'influence étrusque au fondement de la genèse de Rome, dans la mesure où le tracé des axes des cités
est une science dont les Latins héritent directement des Étrusques. Il ne s'agit donc pas d'aspect culturel isolé. Le tracé, avec toute la dimension mystique qu'il impliquait, et les augures, définissaient la civilisation et son futur. Le récit de Virgile est là pour nous le rappeler, et l'exposer dans un contexte purement romain et latin. On retrouve la marque de la civilisation étrusque dans les symboles majeurs du pouvoir chez les Romains. La couronne de laurier, l'aurea insignis, et les sceptres d'or à l'aigle, qui préfigurent l'aigle des légions. La pourpre des laticlaves des sénateurs, la sella curulis, siège des magistrats, le faisceau des licteurs, la cérémonie du triomphe. Cela témoigne de l'influence étrusque au cœur même du culte et des représentations associées aux fonctions politiques et institutionnelles de Rome. Cette influence allant au-delà des simples aspects esthétiques, définissant le sens symbolique profond de ces fonctions institutionnelles elles-mêmes. Sur le plan purement religieux, même si les Latins n'héritent pas des Étrusques au niveau de leur panthéon divin et assez peu au niveau des aspects rituels et cultuels, ils sont tributaires de l'Étrurie sur tous les autres aspects de leur civilisation. Le système hydraulique et d'irrigation, les innovations techniques permettant la distribution et l'évacuation des eaux, l'assainissement des sols, toutes conditions primordiales à l'établissement de cités densément peuplées. Le développement d'une société agraire, de toute l'organisation sociale et des institutions familiales, sociétales et judiciaires qui en découlent. Le plan d'urbanisation sacrée et le principe du templum, l'établissement des mesures des édifices sacrés et des axes de la cité elle-même, en fonction des augures. Le principe d'architecture de l'urbanisme romain, comme l'atrium, le plan orthogonal, l'architecture des temples, l'innovation de la voûte en berceau. Tout le système calendaire, c'est-à-dire le décompte du temps en relation avec le cycle des récoltes et ses fastes, les fêtes sacrées, qui conditionnera également toute la société romaine. L'art funéraire et de nombreux aspects culturels de la société romaine, les épreuves sportives, l'art théâtral. L'influence directe des Étrusques perdurera dans le temps, puisque la cité de Rome sera elle-même dirigée durant un siècle par la dynastie étrusque des Tarquins, entre le 6e et 5e siècle. C'est durant cette même période que Rome connaîtra un essor important en termes d'urbanisation, d'architecture et d'organisation militaire. Fait significatif, le fameux Forum de Rome sera construit durant cette période par Tarquin l'Ancien. La fin du règne monarchique des Tarquins viendra avec l'avènement de la République romaine. Pourtant, la naissance de la République elle-même sera le fruit d'un conflit interne à la dynastie tarquinienne, et les premiers magistrats de la République romaine seront toujours d'origine étrusque. Mais le traditionnalisme des Latins, une fois la monarchie écartée, refusera toute domination politique des Tarquins, le pouvoir se partageant désormais uniquement entre les membres de l'aristocratie d'origine latine. Ces nombreux passages de Virgile sur les premiers Romains, les décrivant comme un groupe d'individus au mode de vie pastoral, retirés de l'effervescence des cités, en conflit avec les autorités d'alors, et n'ayant pas accès à une vie familiale, révèlent clairement qu'il ne s'agissait pas d'un peuple, mais d'une population de transfuges. Il s'agissait alors d'individus en conflit avec leurs tribus ou cités d'origine, bannis pour une raison ou une autre, ou encore d'aventuriers ou vagabonds. Tout ce qu'une société de l'Antiquité pouvait alors produire de marginaux et de solitaires. Comme souvent à travers l'histoire, c'est dans ce creuset atypique et marginal que se formeraient les potentialités les plus extraordinaires. Le mythe de Rémus et Romulus est un mythe de fondation et de commencement. La Lupercale préfigure la caverne sacrée, lieu de naissance et de mort, lieu des cycles, de tous les commencements et de tous les renouvellements. La présence de la louve, associée à la divinité Faunus, principe de la nature sauvage et nourricière. Le principe de dédoublement, incarné par les jumeaux. La caverne, sont tous des signes du monde chtonien, c'est-à-dire du monde souterrain, intraterrestre. Le berger Faustulus, qui recueillera les deux jumeaux,
incarne le principe céleste et paternel, dispensateur de bienfaits à tous les hommes, principe d'élévation et d'hospitalité. Les deux jumeaux, de leur état initial, à partir du monde primordial, souterrain et sauvage, sont ainsi élevés au niveau de la communauté humaine, alors définie par son adoration des divinités célestes et de l'observance de leurs lois. Ce mythe relate la sortie du peuple latin de la société de l'âge néolithique, un âge où l'existence humaine était totalement conditionnée par ses interactions avec les forces naturelles et sauvages, comme en atteste le culte rendu au dieu Faunus, la divinité latine la plus ancestrale. Avec l'apparition d'une société agraire depuis l'Étrurie, les Latins vont progressivement sortir de cette phase archaïque primordiale pour se hisser au rang de civilisation. Chez Virgile, le pâtre Faustulus fait office de figure civilisatrice. Il incarne sans doute une communauté d'hommes du Latium, déjà initiés au principe de la civilisation naissante, à ses lois et à son culte rendu aux divinités célestes. À un niveau encore supérieur, le mythe de la Lupercale, comme tout mythe fondateur, contient une dimension théophanique, c'est-à-dire qu'il recèle des indications fondamentales permettant à l'individu de transcender sa condition initiale pour l'amener à s'améliorer sur un plan purement spirituel. La fonction de ce qui est désormais appelé un mythe était double pour l'homme antique. Il s'agissait de renseigner sur l'histoire du peuple et de ses héros, mais aussi de transmettre une information plus profonde qui permettrait à chaque membre de ce même peuple de s'améliorer dans l'épreuve du monde.